donc, Olivier, intellectuellement, tout va bien, Supélec. Et puis après, ton premier job, tu as fréquenté quand même des grands groupes mondiaux. Un souvenir, Olivier, ton passage chez ATT. Alors, ATT, AT&T, c'était un... Je suis arrivé juste après le démantèlement d'AT&T. C'était une des plus grosses sociétés du monde. C'était 1 million de personnes. Hein. C'est devenu ensuite, pour ceux qui s'en souviennent, c'est devenu les Baby Bells. Et j'ai dit AT&T parce qu'à l'époque, je suis rentré chez eux un peu par hasard. J'avais créé ma boîte et je cherchais un job. Et vraiment, je suis rentré dans une des plus grosses boîtes. Et donc, je pars aux États-Unis faire une présentation. Et alors, pour les moins de 40 ans, vous ne saurez pas de quoi je parle, mais à l'époque, il y avait des transparents. On mettait un transparent pour projeter quelque chose. Ça marchait aussi, hein. Ça marchait aussi. Et je ne parlais pas un mot d'anglais, quoi. Marchait aussi. Et je me retrouve devant une pièce comme ça, avec que des bons Américains. Ils me posaient des questions, je ne comprenais pas la réponse. Et c'est vraiment, ça m'a marqué. Et donc, je me suis vraiment astreint à apprendre l'anglais. Voilà. Deutsche Telekom. Alors, Deutsche Telekom, une autre aventure. C'est une époque où il y a souvent des histoires d'ego dans les grandes entreprises. Mais non. Ron Sommer, patron de Deutsche Telekom, Michel Bon, patron de France Télécom. Ces deux-là dansaient ensemble, ça s'appelait Global One. Et puis à un moment donné, ils ne sont pas entendus. Et donc Ron Sommer a dit « C'est pas possible, il faut que j'achète un concurrent de France Télécom ». Moi, j'étais un petit à l'époque, on avait créé Cyrus, qui était une boîte spécialisée pour les entreprises. Et donc, ils nous rachètent, sans trop savoir ce qu'il en a à en faire. Donc je me retrouve dans le bureau de Ron Sommer et je lui demande bah alors c'est quoi la stratégie? Tu fais le plus mal possible à France Télécom. Ouais. Ça c'est une bonne stratégie. Et voilà. Et à ce moment-là, c'est toute l'histoire des télécoms. C'était une période fantastique où tout était à construire, tout était à développer. Et ils avaient une société d'informatique. Donc j'ai fait de la convergence informatique et télécom, une affaire fantastique. Ouais. British Telecom, BT. Alors j'avais fait donc les Allemands, les Américains. Entre-temps, j'avais fait aussi un peu d'autres Européens. Il me manquait nos amis, les Anglais. Nos meilleurs ennemis. Nos meilleurs ennemis. Et là, BT, alors BT, pas très connu en France parce que très rapidement, ils ont investi dans SFR. Et donc, ils se sont cachés dans SFR. Donc derrière SFR, il y avait BT. Et puis, ils décident de ressortir de là et ils relancent les activités. Et c'est à ce moment-là où j'ai rejoint BT. Et donc, j'ai eu encore, alors c'était que du professionnel, hein, adressé aux entreprises. Et j'ai fait la France et ensuite j'ai fait Europe, Middle East, Africa. Alors c'était pas Balmer, mais c'est vrai que je faisais entre 1 et 2 pays par jour. Et vous passez de Stockholm à Cape Town en passant par Moscou. Tu es resté marié, quand même. Je suis resté marié, bon. C'est pas été facile. Pas mal. Parce que vous vous réveillez, vous ne savez plus très bien avec qui... vous êtes marié. Mais surtout, vous vous réveillez. Mais c'est vraiment, vraiment des expériences personnelles, des expériences humaines, de rencontres incroyables. Et ta meilleure rencontre pendant cette période? Eh bien, c'est sans doute quand je suis allé à Moscou, parce qu'à chaque fois que j'allais à Moscou, chaque fois je rencontrais un ministre différent. Tous les 3 mois, ça sautait. et je ne sais pas si, pour ceux qui ont eu cette expérience-là, c'est hyper compliqué d'être dans un dîner officiel. Quand vous êtes en dîner officiel, à chaque fois que quelqu'un parle, tout le monde se tait. Il parle, donc moi j'avais un traducteur, il me traduit, et à ce moment-là, on boit. Quand vous êtes l'officiel, vous répondez, donc vous refaites un petit discours, et vous rebuvez. Et vous faites comme ça toute la soirée. Ben, je peux vous dire que, sincèrement, très rapidement, je vidais mon verre sous la table. Ah, sous la table, quoi. Alors aujourd'hui, donc, tu présides une belle ETI familiale qui réalise 535 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe, donc, Lefebvre... Dalloz. Dalloz, oui, parce que c'est avec les marques. Alors, oui. Alors, c'était créé en 1894. En 2 minutes, l'historique de cette belle boîte. Donc, une société d'édition juridique. Peut-être un certain nombre d'entre vous ont planché sur un mémento Francis Lefebvre ou sur un bon Dalloz. Qui connaît Francis Lefebvre, par exemple? C'est bon, il y a des experts et des avocats et des juristes. C'est ceux-là qui ont eu leur bac. Hein. Voilà. Oui. Et donc, l'histoire, c'est l'histoire de Francis Lefebvre qui développe son activité d'abord de formation. Et donc, nous sommes aujourd'hui encore, on est dans les top 5 des organismes de formation. Hein. Et il développe la formation, puis il se dit, mais pour former, il me faut quelque chose, il faut un support. Et donc, il commence à éditer, il se développe. À ce moment-là, il s'allie avec une autre entreprise qui sont les éditions législatives. Et puis, à ce moment-là, ils ont commencé à essaimer, ils ont développé dans 8 pays européens, et ils rachètent la marque Dalloz et les éditions Dalloz. Voilà, et moi, je les ai rejoints il y a 5 ans. Société donc ETI, comme tu l'as dit, hein, entreprise de taille intermédiaire, une ETI familiale, une expérience
complètement différente de mes grands groupes, de mes grosses structures avec une demande très différente. Là, on est dans le familial, donc on est dans le long terme, on est dans des valeurs qui sont fortes et avec des marques qui sont évidemment très fortes. 2500 collaborateurs, 2500 experts. Demain, avec l'IA, il y aura 0. L'IA, c'est une augmentation de ce que l'on fait. Ce n'est pas un remplacement, c'est une augmentation de ce qu'on fait. Alors évidemment, il y a quand vous êtes sur des tâches très simples, l'IA va le remplacer. Mais pour la plupart d'entre nous, ça va être un accélérateur. Alors après, on peut vraiment se poser la question, mais on peut accélérer jusqu'à où? Oui, je comprends. Je me souviens de discuter avec des experts de l'IA qui disaient, mais quand vous êtes médecin, eh ben, ce que vous aimez, c'est avoir un moment de repos entre deux patients, soit pour faire un peu d'administratif, parce que justement, il faut faire baisser la température. Avec de l'IA, ils vont ne jamais arrêter. Et c'est vrai pour nous tous. Ça, c'est vraiment la grande question de l'IA. Mais pour autant, ce n'est pas un risque, c'est une opportunité. Mais c'est une opportunité qui va toucher tout le monde. Et c'est vrai que j'y réfléchissais en venant là. Aujourd'hui, j'ai encore passé 3 heures à faire de l'IA. 3 heures à réfléchir. Comment ça va nous impacter, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a lancé un produit, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire, on a lancé un produit qui s'appelle Génial, Gen IA Legal. Allez essayer, c'est super. Très bien ça. Aujourd'hui, donc, tu es numéro 2 européen, numéro 4 mondial. Comment on fait pour être premier? Eh ben, on croit en l'IA et on y travaille. Mais plus sérieusement, c'est mon premier concurrent aujourd'hui, ce ne sont pas les... Alors, dans le monde de l'édition juridique, je préfère même parler de la connaissance juridique, puisque ce n'est pas simplement de l'édition, c'est encore une fois, c'est de la formation, et puis aussi beaucoup d'outils. Il y a une petite chose qui arrive, je pense que certains d'entre vous sont au courant, mais qui va un peu nous secouer, qui s'appelle la directive RSE, CSRD. Cette directive, elle va être mise en place à partir de l'année prochaine. Tenez-vous, on va avoir jusqu'à 1200 paramètres à devoir présenter dans notre rapport extra-financier. 1200 paramètres. Ça, c'est génial pour toi. Ah, c'est pas mal, oui. Et justement, parce que c'est pas mal, c'est non seulement de l'information juridique, mais c'est surtout beaucoup d'outils pour vous aider justement à pouvoir faire ce reporting automatiquement. Donc ça, c'est autant de vecteurs d'accélération pour nous. Mais pour revenir à mon point précédent, c'est que notre premier concurrent, c'est Google. Ouais. Parce qu'en fait, le risque, c'est ceux qui se disent « Oh, mais je vais me contenter d'un Apple Prime. » Ça suffit, voilà. Ça suffit, voilà. Mais l'avantage du juridique, c'est que quand ça suffit et que ce n'est pas exactement là où il faut, vous avez tout perdu. Voilà. Et donc, je pense qu'on a un bel avenir devant nous. Et pour la formation, le 100% e-learning, tu y crois? C'est un outil, c'est un support, l'humain n'existe plus? On en parlait tout à l'heure. On voit le présentiel qui remonte. Et je pense que ça, c'est heureux pour nous, dans notre société, dans notre collectivité, que l'humain, la collaboration existe. Mais en revanche, c'est vrai que le distanciel, nous on parle de dual learning, c'est une flexibilité extraordinaire. C'est-à-dire que vous vous inscrivez à n'importe quelle session de formation, et puis pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas venir, ben vous pouvez le suivre. Et je pense que ça, c'est un apport de la technologie. Et le fait qu'on ait tous appris à travailler au travers de ces vidéoconférences, eh ben ça permet d'avoir une nouvelle corde à notre arc et donc une plus grande flexibilité. C'est ce qu'on recherche tous. Olivier, le plus haut métier du monde, c'est patron d'une ETI de croissance ou alors astronaute ou cosmonaute? Non, mais quand on est petit, on peut rêver que de ça. On rêve des étoiles, on rêve que de ça. Mais c'est vrai que quand on voit la vie de Pasquet, c'est en même temps fabuleux et en même temps... faut y aller. Enfin, il passe son temps à travailler de façon rude et loin de sa famille. Donc l'ETI, et surtout l'ETI familiale, c'est une chaleur, c'est une expérience humaine qui est absolument inégalée et inégalable. Je trouve qu'on a la bonne taille parce qu'on a les moyens que n'ont pas les petites entreprises, mais on a l'agilité que n'ont pas les grosses. Et pas forcément les contraintes non plus, quoi. Il paraît que certains disent que la plus belle région du monde, c'est la Bretagne. Qu'est-ce que tu en penses ? J'applaudis. Mais venez nous voir, pas trop souvent, mais venez nous voir. Et je vous promets, alors l'avantage c'est que on nettoie en grand de temps en temps. Alors du coup, ça les fait partir tous les touristes là. Et après, tant que le soleil revient, et là c'est superbe. Olivier, tu es aussi vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique. Là, elle est active, hein, malgré le Brexit. Il y a toujours des relations intenses. Et c'est surtout que en 2016, juin 2016, pour des raisons que je pourrais vous expliquer plus tard, je me fais élire président de la Chambre. Et l'Assemblée générale a lieu le jour précédent du vote du Brexit.
Et donc tout le monde se couche tranquillement, il n'y a pas de problème, etc. Évidemment, à la surprise de tout le monde, le Brexit est voté. Et donc je me retrouve le lendemain matin, donc à 6h du matin, je m'aperçois, merde, c'est pas possible, ça a été voté. Ouais. Et TF1 qui m'appelle, vous êtes en direct dans 2 heures. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Je ne m'étais pas du tout préparé pour faire ça. Ça a été une aventure exceptionnelle, parce que c'est vrai que ça a mis en route toute une réflexion nouvelle de la relation franco-britannique, et ça continue avec la Chambre. Alors, tu es actif et c'est un sujet important qui te tient vraiment à cœur au sein d'une assos qui s'appelle Agir pour le cœur des femmes, c'est ça? Et qui me tient en effet à cœur. C'est une association qui a été créée par une professeure cardiologue, Claire Mounier-Veillé, avec un dirigeant d'entreprise qui s'appelle Thierry Drion. Et ex-patron de Cisco. Ex-patron de Cisco, et qui vraiment, vraiment est une association assez extraordinaire, qui s'est donnée comme mission, tenez-vous bien, de sauver 10 000 femmes. Et pourquoi sauver 10 000 femmes? En France, Olivier. En France. Ouais. Parce que, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais c'est important, c'est de la prévention. Je vous donne 3 chiffres à retenir. 2, 33, 200. 2 femmes vont mourir aujourd'hui d'accident de voiture. 33 vont mourir d'un cancer du sein. 200 vont mourir de problèmes cardiovasculaires. Vous avez tous entendu parler du mois Octobre Rose, et vous n'avez certainement pas entendu parler beaucoup des problèmes cardiovasculaires. Mesdames, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. En fait, vous ne faites d'abord toujours passer les enfants, vos conjoints, vos amis, avant vous-même. Et c'est important que dans 80% des cas, les problèmes cardiovasculaires auraient pu être évités ou retardés. Donc vraiment, prenez soin de vous. Et c'est l'objet de cette association. Il y a un bus du cœur qui va autour de la France pour pouvoir faire du dépistage. Ils ont déjà dépisté 8 998 femmes. Donc c'est vraiment un très bel élan. Et comme tu m'as dit que tu n'invitais que des gens généreux et très riches. Absolument. Et que c'est la fin d'année, n'hésitez pas, allez sur le site, faites un don. Je vous en remercie d'avance. C'est vrai que on peut se dire, on est entre nous, hein, les ETI familiales sont, par nature, elles sont risk adverse. Voilà. Et donc, ça me prend beaucoup de temps de les convaincre d'investir et de se développer. Mais elles ont su le faire. Lorsqu'il a fallu acheter Dalloz, ils ont su mettre la main à portefeuille. On a acheté des marques en Hollande, SDU, on a acheté une marque, le Dalloz italien qui s'appelle Giuffre. Je fais juste une petite histoire sur Giuffre parce qu'elle est assez extraordinaire. C'est que on a lancé un nouveau titre en Italie, et pour le lancement de ce nouveau titre, eh bien, tenez-vous bien, j'ai été invité par le président de la République, par le président du Parlement, par le président du Conseil constitutionnel et les 3 ex-présidents du Conseil constitutionnel. Et t'as bu un peu de vodka ou pas? Et là, c'était pas de la vodka, c'était du très bon vin italien, parce qu'il y en a. Mais c'était dire pourquoi ils le faisaient, tout simplement parce que Giuffre correspondait à leurs études, ils étaient tous avocats évidemment, leurs études, et ça les prenait, ça les poignait. Et c'est extraordinaire la force de ces marques, et comme la force de Dalloz. Donc on a su de temps en temps faire ces investissements, mais c'est vrai que c'est un peu moins facile. Mais le fait finalement de voir, quand on regarde statistiquement, les entreprises familiales sont les plus performantes. L'IA, enfin, je pense que vous le vivez tous autour de vous, hein, ça fait peur. Pour la raison que tu donnais tout à l'heure, est-ce que ça va me remplacer? C'est aussi excitant, et là on a immédiatement une réaction générationnelle. C'était très amusant parce que du coup j'ai organisé des réunions spécifiques avec mes actionnaires pour leur expliquer ce qu'on faisait dans l'IA. Et c'était très intéressant de voir les jeunes qui étaient complètement excités, et les personnes un peu plus âgées se dire « Oh là là, mais est-ce que c'est raisonnable? Qu'est-ce qui va se passer ?» Donc le travail qu'on fait, c'est un travail de communication très régulier pour vraiment présenter tout ce que l'on fait, et on en fait beaucoup. Et c'est vrai que c'est sincèrement, si vous n'y passez pas assez de temps, faites-le. C'est incroyable ce que peut apporter l'IA générative. C'est juste incroyable. C'est aussi fort. En fait, il faut toujours se remettre il y a 20 ans. Vous imaginez quand vous parlez pour la première fois d'Internet et votre scepticisme ou votre encouragement autour de ça, c'est la même chose. Donc le plus tôt est le mieux. Olivier, tu nous rappelles comment elle s'appelle, cette asso géniale qu'il faut aider matin, midi et soir? Agir pour le cœur des femmes. Merci Olivier, on l'applaudit chaleureusement. On passe à table. Merci.